Y en a marre. Sylvain, tu nous fais des sponsoris toutes les semaines à nous parler de la gamme énergie, la gamme hydration, la gamme ice tea. Ok, on s'en fout, Sylvain, on veut du fun, on veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le Oli. Je peux vous dire qu'avec Oli, on peut regagner de l'énergie. Je peux vous dire qu'avec Oli, on peut s'hydrater un maximum. Je peux vous dire qu'avec Oli, on économise jusqu'à 50 canettes parce que c'est vendu en pot. Mais je peux aussi prendre ce pack découvert et le mélanger tout dans une seule gourde. Oli vous propose une alternative aux soft drinks classiques. Oli, c'est des boissons sans sucre avec un goût travaillé et une large variété de saveurs. D'ailleurs, mon goût préféré, c'est Bubblegum Butterfly. J'ouvre. Oh, shaker d'eau, Plate. minéral, standard, robinet. Fruity Frog, c'est le cousin de Crazy Frog. Tu sais, celui qui fait... Fruity Frog. Next. Pomme granate piranha. Hop là. Ensuite, raspberry raptor. Un peu de raptor à l'intérieur. Un petit dernier strawberry shark pour la route. Eh dis donc, je vous rajoute un peu de requin. Ah bah oui, avec plaisir. Oh, regarde bien. Hop là. Oli vous propose 4 gammes distinctes. La gamme énergie, la gamme iced tea, la gamme hydration et la nouvelle gamme milkshake. Je précise quand même qu'il faut pas refaire la même connerie que moi parce qu'un sachet c'est 50 centilitres d'eau et c'est fait par des professionnels et sous la supervision d'Oli qu'on remercie d'ailleurs. Je précise également que la consommation est conseillée à partir de 16 ans et plus et qu'il faut pas s'amuser à faire ce que je fais. 3, 2, 1, exceptionnel dans ma bouche. Waouh, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça déboîte. Merci Oli. Mais j'adore. Avec le lien en description, vous pouvez découvrir le Starter Set de luxe. Idéal pour découvrir plusieurs catégories Oli. Et avec le lien en description, c'est moins 10% sur votre commande. Super. Il y retourne le coca, hein. Alors coca, ça te fait plaisir ça, hein. Merci à Oli pour leur soutien et bonne vidéo. Salut! J'ai trouvé des pneus de Formule 1. Je suis assez d'accord avec vous qu'en général, vaut mieux pas me donner accès à ce genre de technologie. Mais écoutez, c'est trop tard, j'ai mis la main là-dessus. Voilà. C'est des vrais, hein, par contre, hein. C'est des vrais pneus de Formule 1. Parce qu'en général, les gens ils disent c'est pneus de Formule 1, mais c'est genre des pneus de Formule 2 et ça a la gueule d'un pneu de Formule 1. C'est des vrais, c'est des authentiques, ils ont vraiment roulé sur une Formule 1. Alors, ça cache un peu la lumière, je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, est-ce que c'est pas mieux que du vide? Attends, bouge pas. Là, tu vas être impressionné. Hop là. Impressionnant, petite lumière. Normalement, au moment où vous voyez ça, il y a déjà eu la première course de Formule 1 de l'année 2026 qui a été diffusée il y a 4 jours. Et donc c'est la première fois qu'on voit la Audi F1 Revolut rouler en vrai. Et il y a un monde où là, tout ce que je vais vous raconter va être totalement détruit par ce qui s'est passé le week-end dernier. Sauf que moi, je ne le sais pas encore puisque nous sommes le 27 février au moment où c'est tourné. Des marques, je vous en ai parlé de plein. Je vous ai parlé de Peugeot, de Citroën, de Mercedes, de BM, de Ford. Je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps de Renault, de Fiat. Et je me suis rendu compte à travers toutes ces années où je vous ai parlé quand même de pas mal d'histoires de marques qu'on n'a jamais parlé d'Audi, alors que l'histoire de la marque Audi est incroyable. Pour une fois, on va parler de l'histoire d'une marque qui a disparu. Alors c'est assez rare, ça arrive. Par exemple, Maybach a eu le temps de mourir et de revenir et de remourir et de re-revenir. Bugatti, ils ont fait l'aller-retour au moins 20 fois, personne n'aura rien dit, hein. Ils sont venus, ils sont morts. Après, il y a eu Romano Artioli, on en parlera. Après, il y a eu la France et maintenant, il y a la République tchèque. Maintenant, ça a été repris par Rimac. La marque anglaise MG, ils ont eu le temps de mourir et de revenir. Maintenant sous pavillon chinois. Et on en parlera d'ailleurs dans pas longtemps puisqu'on va faire un épisode sur les voitures anglaises. Aujourd'hui dans ce VTech, on va s'intéresser à l'histoire d'une marque allemande focalisée sur l'innovation. Une marque allemande où on a oublié qu'ils ont fait des folies. Une marque allemande où on a oublié qu'à chaque fois qu'ils s'engageaient dans un sport auto, ils gagnaient, mais gagnaient dans le genre, ils ruinaient le sport auto. Une marque allemande qui, excusez-moi, a mis sur la table le concept des 4 roues motrices. Avant que cette marque le fasse, c'était une blague, après c'est devenu un standard. Et excusez-moi, peut-être leur plus haut fait d'armes a fabriqué un mini space en aluminium. Peut-être pas le plus haut fait d'armes. Non, peut-être pas. Mais bon, aujourd'hui nous allons voir tous ensemble l'histoire de la marque Audi. Et notre histoire commence en 1899 avec un certain August Horch. On a déjà parlé sur cette chaîne de plein de créateurs de marques illustres, genre Louis Renault, genre Enzo Ferrari, genre Auguste Horch.
On va pas passer une éternité sur Auguste Horch dans le sens où c'est histoiredebagnole.jpg. Tout le temps la même. Auguste Horch est un ingénieur allemand passionné de bagnole qui va d'abord passer chez Mercedes et qui va se rendre compte en 1899 qu'il y a un vrai coup à jouer sur le monde de la bagnole. Vous savez que j'aime bien remettre du contexte dans ces épisodes, mais en 1899, la bagnole, c'est un truc de fou. 1899, il y a plein de gens qui ont même pas vu ce que c'était une voiture. Genre, ils en ont jamais vu une en vrai. Il paraît qu'il y a des machins en métal et en bois qui roulent et qui font pouet-pouet quand ça avance. Et de l'autre côté, vous avez une partie de la population, en général la plus aisée, et les gens directement liés à la voiture, genre les ingénieurs, qui eux se rendent compte que c'est un truc de fou. En 1899, Auguste Horch a déjà travaillé pour Mercedes et il est ingénieur motoriste, c'est-à-dire qu'il travaille sur l'implantation de moteurs dans des futures voitures. D'un côté, on peut qualifier Auguste Horch de visionnaire dans le sens où, encore une fois, on est en 1899 et le mec a déjà capté que ça allait être une révolution. Et de l'autre, il est vraiment pas tout seul à avoir capté ça. Ça, c'est un truc dont j'ai assez peu parlé dans le sens où aujourd'hui, on a du mal à se représenter ce qu'était la bagnole à l'époque. Mais à l'époque, des marques de bagnole, il y en a plein. Si aujourd'hui, vous avez déjà l'impression qu'il y a beaucoup de marques de voitures, il faut pas regarder ce qu'il y avait en 1900. Hein. Oh, par exemple, si aujourd'hui, tu voulais te lancer dans la fabrication d'une bagnole, je t'arrête tout de suite, c'est mort. Entre les normes de pollution, les normes de crash test, les normes de sécurité et les attentes des clients, jamais de la vie tu fabriques une voiture de rien sans 10 milliards. Et encore, sauf qu'à l'époque, toutes ces normes de sécurité, de pollution, tout ça... Faut bien capter qu'à l'époque, n'importe qui lance une marque de bagnole. N'importe quel mec qui a déjà plus ou moins approché une bagnole peut lancer sa propre marque de voiture et ça dérange pas. Et justement, ça va commencer à devenir un problème. On est au tout début des années 1900 et Auguste Horch commence à sortir ses premières voitures qui sont plutôt appréciées. Ça semble sortir de nulle part, mais Auguste Horch à l'époque, c'est pas n'importe qui. Disons que le mec a un vrai CV d'ingénieur automobile et surtout, il s'est bien entouré. Entre 1899 et 1909, l'entreprise Horch va grossir assez vite. Et cette croissance va passer par le recrutement et l'accueil de différentes personnes avec des postes importants dans l'entreprise. En seulement quelques années vont apparaître à l'intérieur de l'entreprise un directeur technique, un directeur financier, un directeur commercial, un directeur opérationnel. Et tous ces gens-là qui vont rentrer au fur et à mesure des années vont commencer à devenir actionnaires de l'entreprise. Donc t'en as un qui rentre, il va prendre 5%, lui il va prendre 10%, lui il va prendre 12%, et ça va très bien se passer pendant une dizaine d'années. Sauf que 10 ans après l'ouverture de l'entreprise, en 1909, la boîte elle a bien évolué et surtout la boîte elle a bien grossi. Ce qui à la base était un petit truc artisanal qui était surtout fait par passion est devenu 10 ans plus tard une grosse entreprise qui brasse quand même un peu d'argent. Et quand tu mets dans le même panier opportunité, gros billets qui rentrent et actionnaires, parfois ça peut commencer à être la merde. Et ça va être la merde. Si en 1899 Auguste Horch avait 100% de ses parts, en 1909 c'est pas du tout le cas. Quand on écrit ces épisodes VTech, à chaque fois on va chercher un petit peu loin, on va chercher la personnalité, ce qui a fait l'histoire de la personne, comment elle se comportait, comment les autres la voyaient. Il n'avait pas une super réputation, Auguste Horch. De ce que j'ai pu lire, il était pas forcément méchant, il était juste spécial. On n'a pas trouvé de trucs particulièrement perso, parce qu'à mon avis, le perso, c'était des lignes de production et des assemblages. Je pense que vraiment son rêve, tu vois, son kink, comme on dit, c'était les moteurs deux temps. Tu vois, un engrenage pour Auguste Horch en 1909, le top. Ah ouais, le top. Et vu que c'est un fou, et reste comme t'es, hein, on t'adore, hein, c'est pas le problème, mais disons que les relations sociales, les relations commerciales, les discussions, c'est pas son fort. Quand une entreprise grandit, c'est important d'être bien entouré, c'est-à-dire d'avoir autour de toi des gens bien intentionnés qui sont pas là pour te baiser la gueule. Ce que n'a pas fait Auguste Horch. Peut-être que les gens qu'il a laissé rentrer avaient beaucoup de capital et ont permis de développer l'entreprise rapidement, c'est vrai. Mais il va y avoir un petit fossé, tu vois, entre les deux. Il y a l'autre fou au bout de l'atelier là-bas qui te parle de boîte de vitesse toute la journée, on en a rien à foutre, nous on est là pour faire de l'argent. Et forcément, tu mets les deux en contact et à un moment, ça pète. T'as plein d'entreprises tous les jours qui pètent parce que t'as des gens à l'intérieur qui s'entendent plus. Là, ça va être particulièrement dégueulasse. Peggy 18. Et je vous la fais assez simple pour que vous compreniez, mais à ce moment-là, il y a plein de gens qui se sont réunis et qui se sont dit, mais dis donc, si on assemble toutes nos parts, on a plus de 50%. Donc si on assemble toutes nos parts, Auguste Horch, on le dégage, et ils l'ont dégagé. Comme ça. Ah non mais, alors, je vous ai dit que c'était simple. Et c'est aussi simplement que ça qu'Auguste Horch s'est fait dégager de sa propre entreprise. Au revoir. Maintenant, oui maintenant. Oui, bah on t'a fait tes affaires là-bas à côté de ta boîte de vitesse de con. Tu peux rien faire? Ben je te confirme, tu peux rien faire. Au fait, Auguste, on a aussi déposé ton nom. Peggy 18. J'ai dit c'était dégueulasse, hein. Ils ont dégagé Auguste, il y a toujours son nom en haut de la boutique, sachant qu'il est plus dedans. C'est-à-dire qu'il a été dépossédé de sa boîte et de son nom. Je précise encore plus, bouge pas. Parce que la petite blague en plus, c'est qu'ils ont pas déposé que Horch, tu vois, ils auraient pu déposer Horch qui était déjà dégueulasse. Non.
40 noms liés à Horch ont été déposés cette année-là. Tout ce que Horch pouvait faire, ils ont tout déposé. Horch, mais aussi Horch et compagnie, entreprise Horch, Horch entreprise, moteur Horch, les automobiles Horch, ils ont déposé tout. C'est-à-dire que le mec a été foutu à la porte et a été volé de son propre nom. J'en ai fait des recherches, j'y ai passé un moment sur cette histoire, je ne suis pas arrivé à trouver pourquoi il le détestait autant. Que là, on va le dire, il le détestait. Je pense que là, Auguste Horch, il peut le dire, hein. C'est bien fait niquer, hein. Là, c'est bien niqué, hein. Et malgré tout ça et le contexte qui peut être assez décourageant, on va pas se mentir, se faire dégager de sa propre boîte, c'est pas très agréable, Auguste Horch, il va pas se dégonfler. Je vous rappelle qu'en 1910, Auguste Horch a 15 ans de bagnole dans les pattes et le mec est clairement pas mauvais. Et c'est en 1910 qu'Auguste Horch va lancer la marque de voiture Audi. Dit comme ça, la phrase, elle a de la gueule, tu vois. C'est comme ça qu'il lance la marque Audi. Waouh. Quand tu sais d'où vient le nom Audi, c'est pas... Je suis désolé, mais pour cette anecdote, j'ai pas fait venir Anecdote Man, dans le sens où je trouve cette anecdote particulièrement pourrie. En fait, le fils d'Auguste Horch apprenait le latin à l'école, et Horch, en allemand, on peut le traduire un peu par écouter. Écouter en latin, ça se dit Audi. Horch, écouter, Audi. Je vais me foutre en l'air. Allez. Et c'est comme ça que naît la marque Audi. Et ça va très bien marcher. Je viens de vous le dire, mais Auguste Horch, il est vraiment pas nul pour fabriquer des bagnoles et Auguste Horch va fabriquer des bonnes bagnoles. Dans les années qui vont suivre, Audi va développer plein de modèles, aussi bien pour la route que pour la course. Parce que comme tout bon fabricant de voitures à cette époque-là, Auguste Horch est passionné de course automobile. Et entre 1910 et 1930, ça va super bien marcher pour Audi. Et malgré toutes ces bonnes nouvelles, et c'est pour ça que vous regardez ces formats, c'est que ça va être la merde. Et évidemment, si l'histoire était parfaite, je vous la raconterai pas. Entre 1910 et 1932, Audi se sont bien développés. Mais c'est pas les seuls à bien s'être développés. Parce qu'à cette époque-là, Audi a plein de concurrents. On peut citer par exemple la marque DKW qui fabriquait des voitures un peu plus petites. Ou encore la marque Wanderer qui fabriquait des modèles assez similaires. Et également la marque Horch. Parce qu'ils sont pas morts, Horch. Mais non. Et en 1932, les 4 marques dont je viens de vous parler sont économiquement dans une vraie difficulté. L'histoire de Horch qui se fait dégager de sa boîte, c'est un peu drôle. L'histoire de Horch qui arrive à concurrencer Horch avec Audi, c'est encore un peu plus drôle. Mais alors Horch et Audi qui se retrouvent dans la même merde en 1932, c'est encore un peu plus drôle. Mais il y a encore plus drôle. Je sais pas si vous êtes au courant, mais dans les années 30 en Allemagne, sale ambiance. Tu sais, tu rentres, bizarre. Tout le monde se regarde bizarrement. Tout le monde est habillé de la même façon, là. Ils sont trop bizarres, les gens. Je vous le résume assez simplement, mais 1932 en Allemagne, quoi que tu fasses qui est la gueule d'une entreprise, c'est la merde. Et cette crise économique que traverse l'Allemagne au début des années 1930, l'automobile en fera les frais également. Et quand je vous dis qu'à l'époque, ça a grincé des dents, je pense que vous réalisez pas encore. Plus personne n'achète de caisse à cette époque-là, et si rien n'est fait, les 4 marques vont mourir. Et c'est à ce moment-là de l'épisode où il faut bien s'accrocher, puisque le gouvernement allemand va imposer à ces 4 marques de fusionner. Audi et Horch, et DKW et Wanderer, mais en vrai on s'en fout un peu, vont être forcés de fusionner. Et c'est sur cette fusion forcée que va être créée l'entreprise Auto-Union. Et pour le coup c'est très littéral, 4 entreprises automobiles qui se réunissent, Auto-Union. C'est allemand, hein, c'est très factuel. Et vous connaissez forcément le logo d'Auto-Union, puisque c'est les 4 anneaux. Beaucoup de gens pensent que le logo aux 4 anneaux c'est le logo d'Audi, mais à la base les 4 anneaux c'est le logo d'Auto-Union. 4 entreprises qui fusionnent, 4 anneaux entrelacés les uns entre les autres. J'en profite d'ailleurs parce qu'en général j'aime bien vous raconter les histoires de façon chronologique, mais je fais un tout petit bond dans le temps en 95 quand les Jeux Olympiques ont attaqué Audi. Tu sais, les 5 anneaux qui sont pas en ligne, ça n'a rien à voir, ont attaqué au tribunal les 4 anneaux d'Audi. Les JO ont perdu, on est en 95, tu fais du ski et du curling. Tu viens me voir, moi Audi, avec mes 4 anneaux, on est là depuis 1932 mec. Oui, je sais que les Jeux Olympiques étaient là depuis la Grèce, mais les 5 anneaux ils étaient pas là avant. Hein. Et ce rassemblement forcé, la création d'Auto-Union en 1932 va plutôt bien marcher. En fait, comme je viens de vous le dire, le truc c'est que c'est même pas une question. C'est le gouvernement qui a imposé aux marques de se rassembler. Soit vous marchez droit, soit vous marchez droit. Et on va même voir passer dans l'entreprise Auto-Union des têtes connues, avec notamment un certain Ferdinand Porsche. L'automobile allemande dans les années 30 est un tout petit milieu, souvent autour de Monsieur Porsche. Et après vous verrez, c'est Ferdinand Piëch, son petit-fils. Au milieu des années 30 en Allemagne, tout est bon pour faire rayonner le pays et la politique en place. Et tous les leviers sont bons pour pousser
pousser tout ça, y compris les succès en sport auto. Et la course automobile, Audi va le prendre très au sérieux parce que dès les années 30, ils te sortent des modèles avec des V16 de 500 chevaux. Ouais. C'est le truc que je vous ai pas dit, c'est que là, Audi, ils ont décidé de pas blaguer. Ce truc que vous voyez qui a la forme d'un missile avec des roues de vélo va plier le game. C'est-à-dire qu'Audi, là, ils vont tout cartonner. J'en profite avec une anecdote que j'aime beaucoup, mais au passage à l'an 2000, Audi a fait une sorte de concept car hommage et évocation qui s'appelait la Rose Meyer. C'est pas compliqué, j'adore le look. Je la trouve exceptionnelle. Et la voiture est d'autant plus exceptionnelle qu'elle reprend vraiment les codes de la Type C de l'époque. La couleur, la gueule, le moteur V16, les chevaux en pagaille, et même le nom du pilote superstar qui la conduisait à l'époque, Bernd Rosemeyer. Vous avez peut-être jamais entendu parler de Bernd Rosemeyer, mais il y a peut-être deux choses à retenir. Un, il a tout flingué à l'époque. En termes de palmarès, le mec, il a un truc long comme le bras. Deuxièmement, le mec a des couilles en titane. Ouais, de la même couleur que la voiture. Oui, titanium. Je vous le mets ici, mais Bernd Rosemeyer était le premier homme de l'histoire de l'automobile à atteindre les 400 km/h sur route ouverte. Bonne journée. Donc je vous refais un petit récap de l'histoire. L'entreprise naît, ça va bien, il se fait virer, il repart encore plus beau, ils deviennent concurrents, ça va moins bien, ils s'unissent, auto-union, la marque va super bien. Guerre mondiale, Audi disparaît. C'était sec, hein. C'était sec comme je l'ai dit, là, je trouve. J'ai pété l'ambiance. Je viens de me rendre compte en me disant, j'ai pété l'ambiance. Vous vous doutez bien que cette petite histoire et ces 4 marques qui se réunissent et qui survivent va trouver quand même une limite avec la Seconde Guerre mondiale. Disons que prendre 400 sur l'autoroute, c'était plus la priorité. Écoute-moi bien, Bernd. Tu as des couilles énormes. Et la marque va bien depuis que tu fais la propagande pour la marque. Super. C'est pas le sujet. On arrive donc en 1945 et premièrement, je vais pas vous apprendre que l'Allemagne a perdu la guerre. Et deuxièmement, que l'usine Audi est en Allemagne de l'Est. C'est-à-dire est littéralement aux mains des Russes. Et c'est comme ça qu'en 1945, tous les actifs d'Audi, comme l'usine par exemple, sont absorbés par l'Union soviétique. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, Auto-Union, c'est un nom sur un papier et ce qui reste. Et il reste DKW. Si, je vous en ai parlé il y a 3 quarts d'heure. Tu sais, DKW, les petites voitures et les petites motos. Avant-guerre, DKW, leur spécialité, c'était les petits véhicules. Et ça tombe bien, puisqu'après la guerre, il y a que ça qui marche. Dans les années 50 en Allemagne, c'est quelque chose qu'on va voir apparaître à plein d'endroits, c'est-à-dire des tout petits véhicules qui en général sont motorisés par des moteurs de moto. Par exemple, on retrouvera ça chez BMW avec la Isetta, qui est, alors déjà, vraiment une BMW, je blague pas, hein, j'espère vraiment pouvoir en essayer une un jour, et deuxièmement, c'est une voiture d'après-guerre, ça se voit quoi, c'est un moteur de moto dans un frigo qui roule. Après, il faut aussi remettre dans le contexte que la population aussi a énormément souffert et que la seule chose que les gens peuvent s'acheter, c'est ce genre d'engin en fait. Et les années qui vont suivre pour Auto-Union vont être très compliquées. D'ailleurs, pardon, je viens d'y penser seulement maintenant dans ce VTech sur Audi. Audi, c'est mort. Ah bah non, ça n'existe plus. Là, on est entre 1950 et 1964. Audi n'existe plus. Pendant ces 15 ans, on a 2 faits marquants. Déjà, premièrement, ils vont être repris un moment par Mercedes. Ouais, Mercedes, qui eux allaient quand même un petit peu mieux. Mais ils l'ont pas repris pour la marque, ils l'ont repris pour les outils de production et ils vont pas s'en servir parce que c'est trop pourri. Et il faudra attendre 1964 pour enfin avoir des bonnes nouvelles. Alors, bonnes nouvelles, faut le dire vite quand même, parce que tu vas voir, c'est pas... En 1964, une entreprise automobile allemande qui s'en est un peu mieux sortie que les autres va racheter Auto-Union. Et cette entreprise, c'est Volkswagen. Si Audi aujourd'hui fait partie du groupe Volkswagen, ça date de 1964. Je vous ai dit à l'instant que c'était une bonne nouvelle. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. D'un côté, Volkswagen s'est porté acquéreur en 64 de l'ensemble d'Auto-Union, c'est-à-dire de la marque et de l'usine. Et dans l'ensemble, c'est super parce que ça permet de stabiliser le truc et peut-être, on sait pas, garantir la survie de l'entreprise, le fait qu'elle se redéveloppe, tout ça, tu vois, un truc un peu sympa. Pas du tout. Non. La première fois que Volkswagen a débarqué à Ingolstadt, c'est-à-dire au siège d'Auto-Union, ils ont dit un truc du genre, c'est mort. Je résume, ça va plus vite, parce qu'il y a vraiment trop de trucs à dire. En 64, Volkswagen, ils font un carton avec leur coccinelle. À cette époque, la demande est tellement forte que même en faisant tourner tout à fond, Volkswagen n'arrive pas à produire suffisamment de coccinelle. La coccinelle, encore aujourd'hui, c'est l'une des voitures les plus fabriquées de l'histoire de l'automobile. Le monde entier veut une coccinelle, et quand Volkswagen rachète Auto-Union, ils en ont rien à péter d'Auto-Union. Nous, on s'en fout, hein. Bon, faut le dire en allemand, hein, parce qu'ils se parlent en allemand, évidemment. Hein. Mais ils ont dit, là, tu vois l'usine, on vide tout, on met que des lignes de coccinelle, et tous vos gars qui fabriquent les merdouilles, les cacahuètes, là, tout, ça dégage tout, c'est des cox. Toi, tu vas fabriquer les cox. Et lui, là-bas, tu sais ce qu'il va faire? Il va fabriquer les cox. Bien joué. Lui, là-bas, petit test, il va fabriquer des coccinelles. Bravo. Bah, bravo. Et quand on y pense 60 ans plus tard, c'est un peu drôle à se dire, mais à la base, Auto-Union, ça devait aller à la poubelle. Et si je vous précise tout ça, c'est pour souligner une chose, c'est que l'ambiance à
l'époque est détestable. À la suite du rachat par Volkswagen, Auto Union va effectivement commencer à fabriquer des coccinelles. Sauf qu'en interne, la révolte gronde. On va quand même pas fabriquer des coccinelles toute notre vie. Enfin, sans manquer de respect à notre patron Volkswagen et sa coccinelle de merde, disons qu'avec Bébert et tous les collègues, on s'est fait des trucs un peu plus sympas. Et c'est comme ça qu'en off, une équipe d'ingénieurs commence à travailler sur un projet. Je vous avais déjà raconté une histoire un peu similaire dans l'histoire de Renault, où c'était globalement la même chose, mais disons qu'il y a plein d'ingénieurs qui vont commencer à fabriquer la voiture qui leur plaît. Ce projet secret, entre guillemets, va quand même commencer à créer quelques tensions, puisque vous doutez bien qu'on fabrique pas une voiture sans des outils ou une ligne d'assemblage, c'est-à-dire que pour fabriquer leur voiture, ils vont moins fabriquer de coccinelles. Sauf que Volkswagen, ils sont pas cons et ils commencent à sentir le truc, alors ils envoient des cadres pour surveiller les gens, littéralement. Et c'est dans cette bonne ambiance bien fliquée par les mecs de Volkswagen que les mecs d'Auto Union vont commencer de temps en temps à saboter des lignes de fabrication. Oh, c'est con! La machine, elle marche plus, on pourra plus fabriquer de coccinelles pendant une semaine. Qu'est-ce qu'on va faire pendant une semaine? Faut bien qu'on s'occupe quand même. C'est pour ça qu'en retour, t'as des mecs de Volkswagen qui débarquent à l'improviste dans l'usine en cherchant, je sais pas, à tout hasard, un prototype Auto Union sur lequel vous travaillez à la place de fabriquer les coccinelles. À tout hasard. Vraiment comme ça. Aucune suspicion. Et en plus, ce qui est bien, c'est que les mecs de Volkswagen, avant de partir, ils attrapent tout le monde et ils disent attention, si vous travaillez sur autre chose qu'une Cox, vous êtes viré sur le champ. Ambiance de ouf. Et cette voiture développée en secret par les ingénieurs d'Auto Union, elle va être dévoilée en 1968. Et cette voiture, c'est l'Audi 100. Et pas l'Auto Union 100, ni la DKW 100 d'ailleurs, l'Audi 100. Ce qui s'est passé à l'époque avec le développement secret de l'Audi 100, c'est que les ingénieurs se sont mis une condition. Déjà, la voiture ne sortira de l'usine que lorsqu'elle sera à 100% prête. Et surtout, les ingénieurs iront la présenter directement au siège de Volkswagen. Ils ont développé la caisse sans rien dire pendant des années en menaçant de se faire virer. Ils l'ont fini à 100%. Ils ont fait la route d'Ingolstadt jusqu'à Wolfsburg. Ils se sont pointés devant, ils ont klaxonné, ils ont exigé que le patron de Volkswagen descende et ils ont dit « La voiture est prête ». Et t'imagines que ça a tellement été fort que le patron de Volkswagen en personne descend de son bureau, voit la voiture finie et donne son accord à une condition quand même. Tout n'est pas gratuit non plus. Je voulais pas préciser, mais même après le rachat par Volkswagen, DKW a continué d'exister un peu parce que ça dérangeait pas trop et au pire c'est que des ventes additionnelles. Mais ça emmerde vraiment Volkswagen. Le problème c'est que la coccinelle est déjà un produit d'entrée de gamme et ça fait un peu doublon avec les productions DKW. Et si Volkswagen accepte de fabriquer la Auto Union 100, c'est à la condition qu'elle ne s'appelle pas DKW. Et dans le choix des marques qu'il leur reste, ils vont décider de garder Audi. Et c'est comme ça que va naître l'Audi 100. Audi 100 qui porte le nom Audi et le logo d'Auto Union. Vous vous posez peut-être d'ailleurs la question pourquoi Audi et pas Porsche ou Auto Union par exemple, je sais pas, c'est vrai que ça aurait été tout aussi logique. Et la réponse à ça, c'est que Volkswagen a déterminé à cette époque-là que déjà la marque Audi était celle avec le plus grand rayonnement et la meilleure image de toutes les autres marques du groupe, et aussi que la marque Audi était dans l'esprit des gens la marque la plus éloignée de la marque Volkswagen. Non mais elle est super votre voiture la Audi 100, mais elle est super loin de nous. Bien loin, bien encore plus loin, ouais plus loin. Et la renaissance d'Audi avec l'Audi 100 va super bien marcher. Et vous allez jamais me croire, mais le truc, c'est que la voiture, elle est bien. Alors c'est pas très compliqué pour vendre une voiture en général, il suffit de faire une voiture bien, et l'Audi 100, elle est bien. La voiture est jolie, la voiture est moderne, la voiture est fiable, la voiture est innovante, et la voiture est même pas si chère. Pour son premier modèle moderne, Audi va accoucher d'un succès. Et tu pourrais te dire que c'est formidable, les mecs ont travaillé sur leur temps libre pour faire une voiture novatrice, qui a de la gueule, qui se vend bien, ça fait une nouvelle marque, on n'a rien fait, ça nous a rien coûté. Tu te dis que Volkswagen, ils vont être super contents, c'est incroyable. Ça va être pire, parce que du point de vue de Volkswagen, ce petit succès de l'Audi 100 va juste faire ressortir que leur coccinelle, c'est une merde. D'un côté, t'as Audi qui te sort une voiture qui fait 100 chevaux, traction, super bien fabriquée, super bien ingénierée, et de l'autre côté, t'as Volkswagen qui te vend une voiture super datée, pas performante, pas très bien finie, qui se vend par pelle, peut-être, mais quand même, le constat est que Audi, ils sont arrivés, ils ont fait un truc mieux, sans l'aide de tous les ingénieurs, en fait. Et c'est dans ce climat de défiance permanent qu'Audi va d'une certaine façon devenir la poubelle de Volkswagen. En gros, c'est un peu l'esprit casse-pipe. Soit ils font un truc incroyable qui marche et auquel cas tout le monde y gagne, soit ils font un truc qui marche pas et là ils disent bah tu vois, je te l'avais dit que ça marche pas. Et c'est dans ce contexte un peu pourri que va apparaître chez Audi en 1972 un certain Ferdinand Piëch. Oui, Ferdinand Piëch, je vous en ai déjà parlé de Ferdinand Piëch, ce même Ferdinand Piëch, lui. Mais si, le mec qui a fait la Bugatti Veyron, le mec qui a fait la Volkswagen Phaeton, Ferdinand Piëch, le futur directeur de Volkswagen qui va relever la marque. Je vous l'avais rapidement raconté dans l'épisode sur la Volkswagen Phaeton. Ferdinand Piëch, c'est un descendant de la famille Porsche. Mais descendant pas dans la bonne branche de la famille, dans la branche
pièce rapportée, ce qui est pas très bien perçu dans la famille Porsche, qui est très Porsche, très carré quoi. Ferdinand Piëch, c'est un mec très intelligent qui va rapidement devenir ingénieur automobile. Il va faire un passage chez Mercedes, puis chez Porsche, et à un moment chez Porsche, il va finir par prendre trop de place. Disons que le mec, il a ses idées bien arrêtées, qui sont bien carrées comme ça, et puis quand tu lui dis un truc, en général, il t'envoie chier. Ce qui est pas terrible pour nouer des relations très chouettes. Et c'est donc en 1972 que Ferdinand Piëch rentre chez Audi. D'abord en tant qu'ingénieur en chef, et assez rapidement, en directeur technique. Parce que mine de rien, même si le mec prend beaucoup de place, et qu'apparemment il était pas très sympa, dans l'ensemble, c'est quand même un mec avec un cerveau comme ça. Et ce qui va participer à l'ascension fulgurante de Ferdinand Piëch, c'est que le mec, il a des idées. Beaucoup d'idées, vraiment beaucoup d'idées. Par exemple, pendant l'hiver 1976, Ferdinand Piëch va aller mener des tests sur des nouvelles voitures Audi en Scandinavie. C'est un truc qui se fait assez régulièrement dans le monde de l'automobile, c'est que tu prends ta voiture qui va bientôt sortir et tu l'emmènes par moins 30 degrés dehors, dans la neige. Étonnamment, quand tu fous une bagnole en plein milieu de la neige par moins 30, tu vois tout de suite ce qui tient ou ce qui tient pas. C'est fou quand même, hein. Et Ferdinand Piëch, qui supervise les essais de futurs modèles Audi, va surtout être impressionné par un camion Volkswagen. Rien à voir du tout. Le mec, on l'envoyait loin à la neige superviser des essais d'Audi et le mec regarde un camion Volkswagen. Ah bah je vous l'ai dit, c'est Ferdinand. Hein. Eh bah on n'en fait pas deux comme lui. Hein. La particularité de ce camion Volkswagen qui va attirer l'attention de Ferdinand Piëch, c'est que ce camion, il est 4 roues motrices. Quand vous fabriquez une voiture, il faut déterminer quelle roue entraîne la voiture. À cette époque-là, le truc le plus simple, c'est de mettre la puissance sur les roues arrière. Comme ça au moins à l'arrière ça pousse et à l'avant les roues elles décident de la direction. Et la voiture elle est simple. Un peu plus tard, on a développé les voitures à traction avec les roues avant qui tirent et qui font aussi la direction. T'as plein d'avantages, plein d'inconvénients, j'en ai parlé 1000 fois, bref. Pendant longtemps, les constructeurs faisaient le choix entre l'avant et l'arrière pour motoriser leur voiture, même si dans les faits, rien ne t'empêche de mettre la puissance aux 4 roues. Alors si, ce qui t'en empêche, c'est que c'est super compliqué techniquement. Mais une fois que t'as passé ça, rien t'en empêche. D'un côté, 4 roues motrices, c'est super, puisque ça te permet d'avoir une motricité optimale. En gros, tu divises ta puissance par 4 roues au lieu de 2, et donc chaque pneu a encore plus de capacité de traction, donc ta voiture motrice au mieux. Et par exemple, sur un camion dans la neige, c'est formidable. Et pour tout le reste, c'est de la merde. Voilà, je résume, hein, parce qu'il faut qu'on avance un peu dans cet épisode, mais pour tout le reste, c'est de la merde. Parce qu'on est au milieu des années 70, et 4 roues motrices à cette époque-là, c'est complexe, c'est lourd, c'est pas fiable, vraiment aucun intérêt, si ce n'est rendre ta voiture chiante. Quand tu vois ça de l'œil de 2026, où il y a plein de roues 4 roues motrices dehors, et que c'est super, tu te rends pas compte qu'au milieu des années 70, c'est nul. C'est pendant ces tests hivernaux que Ferdinand Piëch va commencer à démonter des camions 4 roues motrices. Et va lui venir à l'époque une idée totalement folle, c'est de mettre 4 roues motrices sur une voiture sportive. Faut vraiment se remettre dans le contexte où les 4 roues motrices, c'est pour les camions. Tu m'étonnes que le mec, il l'ait dégagé de chez Porsche. Le mec, à l'époque, il est complètement fou. Alors déjà, on n'était pas au courant, tu vas faire une sportive Audi. Déjà, première nouvelle, premièrement, t'aurais pu nous prévenir. Deuxièmement, 4 roues motrices. Et quoi, 5 cylindres? Ouais, parce que je vous ai dit à l'instant que Ferdinand Piëch, il avait fait un passage chez Mercedes. Et l'une de ses missions à l'époque, c'était de rendre les 4 cylindres Mercedes diesel plus performants. Alors il a rajouté un 5e cylindre. Ouais, le mec n'est pas toujours visionnaire, non, je confirme pour en avoir testé certains, super. Bah il va reprendre la même recette. Et pour l'avenir d'Audi, Ferdinand Piëch a une vision. Il faut ajouter à la gamme une sportive. Il lui faut un moteur compact, performant, novateur. Il lui faut un système de transmission intégrale pour lui garantir une motricité parfaite. Et cette sportive du futur, cette voiture visionnaire, c'est l'Audi Quattro. Et aujourd'hui, on se rend pas compte qu'en 1980, l'Audi Quattro, c'est un concentré de solutions improbables. 5 cylindres en ligne, moteur turbo, transmission intégrale, tout ça ensemble à l'époque, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, on a l'habitude de voir ces solutions-là dans une voiture, genre la recette de la RS3, c'est exactement ça, et ça ne choque plus personne. Mais à l'époque, c'est un truc de fou. C'est donc en 1980 qu'est présenté l'Audi Quattro. Et disons que l'accueil est mauvais, vraiment. Le problème principal avec l'Audi Quattro, c'est que sur le papier, la voiture est une saucisse. 5 cylindres, ça parle pas à grand monde. Turbo, c'est assez nouveau et on se demande pourquoi il n'y a pas plutôt à la place un V6 ou un V8. Et transmission intégrale, mais c'est du délire, c'est un truc de tracteur. Pourquoi il m'a foutu ça sur une sportive? J'ai pas envie de conduire ça, j'ai pas envie de conduire un tracteur. Donc votre merdouille, vous la reprenez parce que de toute façon, je pense pas que ça va marcher. Moi, ça m'étonnerait bien que cette voiture soit performante quelque part. Eh ben, vous m'appelez si ça change, hein. Et oui,
Oui, sauf que vous avez oublié que Ferdinand Piëch, c'est un malin. Et Ferdinand Piëch, pendant qu'il travaillait sur le Di Quattro, il travaillait aussi sur le règlement du groupe B. Ferdinand Piëch et l'équipe de développement de la Quattro savaient très bien qu'ils allaient accoucher d'un truc qui a une motricité parfaite, y compris sur l'asphalte, que sur la neige, que sur la terre. Et vu que la transmission a quand même des qualités à faire valoir, ils se sont dit putain, mais il faudrait l'engager dans une discipline sportive. Il faudrait qu'on trouve une discipline à la mode avec des gros moteurs turbo qui font des chevaux en pagaille et surtout un revêtement qui change souvent, tu vois, où t'es vraiment un avantage à avoir de la motricité. Ah bah c'était une autoroute. Hein. Alors je sais que le groupe B, j'en ai parlé 1 million de fois et je vais pas vous faire l'affront de vous en reparler, même si je referai un épisode un jour dessus, je pense. Malade dans la tête, je suis malade dans la tête. Vous allez reprocher quelque chose à quelqu'un de malade? Parce qu'il s'avère qu'à la fin des années 70, Ferdinand Piëch sait pertinemment que cette voiture va avoir un grand succès en sport auto. Et c'est avant même que l'Audi Quattro soit dévoilé que l'équipe de développement d'Audi a fait modifier le règlement groupe B pour être sûr de pouvoir l'engager. Et c'est les mains dans les poches, tout peinard, que Ferdinand Piëch arrive tranquillement avec sa petite Quattro sous le bras, comme ça, tranquillement, en disant oui, non mais faites pas attention, c'est notre nouveau truc là. On a un petit avantage sur la neige, ce qui est un tiers de la saison. On a un petit avantage sur le gravier, sur la boue, sur la terre et sur le sable un peu de temps en temps on en croise, ce qui fait qu'on a l'avantage sur 80% de la saison peut-être. Mais elle est super votre Lancia 2 roues motrices et vous avez gagné plein de trucs avec la Stratos, avec la 037, c'est super. Sans vous refaire l'histoire du groupe B, mais Audi remporte le championnat du monde des rallyes en 82 et en 84 et après le passage d'Audi, tout le groupe B va passer aux 4 roues motrices et au turbo. Et si en 1980 Audi était encore une petite marque de niche qui était pas forcément très reconnue, autant vous dire qu'avec un CV comme ça va un petit peu changer quand même. Littéralement, quand tu les vois tous les week-ends à la télé en train de fracasser le groupe B avec leurs 4 roues motrices, ouais, ça commence à te faire un CV un peu sympa, ouais, forcément. Dans les années 80, la marque va bien, mais en dehors des grandes victoires en rallye, ça reste une petite marque avec des petits volumes de vente et une image quand même un peu... Un peu petite, quoi. Audi a besoin d'une voiture qui choque. Il faudrait qu'Audi prenne un petit peu de dimension, qu'Audi montre un peu leur savoir-faire. C'est en 88 qu'Audi va dévoiler la V8. Audi V8 annonce la couleur, dès le nom t'annonce déjà que la bagnole, elle a un moteur énorme sous le capot. C'est pas l'Audi V6, c'est pas l'Audi 5 cylindres turbo, c'est pas l'Audi Quattro, c'est l'Audi V8. Quand on remet dans le contexte des années 80, et si vous vouliez être un constructeur influent à cette époque-là, vous étiez obligé de faire une grande berline V8. T'imagines que même Toyota à l'époque, avec son badge Lexus, a fait la même chose avec la LS 400. La grande berline à gros moteur, c'était l'exercice auquel t'étais obligé de te plier si tu voulais compter. La voiture est puissante, performante, confortable, fiable et surtout statutaire. Et vous vous en doutez, mais l'Audi V8 va embarquer le fameux système Quattro. Bien sûr, évidemment que si on te sort une grande berline maison, on te la fait avec les 4 roues motrices. Sauf qu'aussi réussi que puisse être l'Audi V8 qui est pleine de nouveautés, dans les faits, ça marche pas des masses. La voiture est chère, la voiture se distingue pas vraiment des plus petits modèles dans la gamme qui sont assez ressemblants. Elle est pleine de qualités mais qui sont pas forcément visibles pour les clients, dans le sens où 4 roues motrices c'est cool, quand tu conduis de dehors tu t'en fous en fait. Contrairement à une voiture qui a une bonne gueule, tu le vois de dehors, contrairement à une voiture qui a un gros moteur, tu l'entends de dehors. Une voiture qui a 4 roues motrices, on s'en fout en fait. Et surtout ce qu'a sous-estimé l'Audi V8, c'est qu'une image, ça se construit pas en une voiture. Une voiture réussie c'est très bien et c'est un bon début, mais ça fait pas une marque qui marche. Chez Audi ils l'ont un peu en travers et tu pourrais te dire que ce genre d'échec les ferait abandonner en mode ah bon vous voulez la même chose que les autres, on va faire la même chose que les autres. Non, c'est Audi, faut penser à l'envers. La grande berline V8 qu'on a faite révolutionnaire ne s'est pas vendue parce que les gens ils s'en foutaient. On va faire pire. C'est en 94 qu'Audi présente son Audi A8. Tu prends une Audi V8, c'est-à-dire une grande berline V8, 4 roues motrices, super bien finie, super bien fabriquée, tout ça. Tu la fabriques intégralement en aluminium, ce qui à l'époque est du jamais vu, et tu la sors. On est en 94 et le principal problème qu'on fait à ces grandes berlines V8, voire V12 maintenant, ça commence à arriver, c'est que ces voitures sont lourdes. Et Audi, ils sont emmerdés, ils prennent un peu de recul et ils se disent attends, on est en train de faire la même erreur que les autres, on est en train de faire une voiture lourde, c'est nul. On est Audi, on est censé être l'innovation, les 4 roues motrices, c'est nous, les 5 cylindres turbo, c'est nous, il faut qu'on fasse une voiture en aluminium. L'aluminium, c'est incroyable, avec l'avantage numéro 1 d'être super léger. Et c'est vrai que si on arrivait à faire une voiture super légère, ça serait super chouette. Sauf que je sais pas si vous êtes au courant, mais l'aluminium, ça peut avoir une tendance dans certains cas à être mou. Ce qui pour faire une voiture est pas idéal. En 94, faire un châssis en aluminium, c'est-à-dire par définition
définition une pièce solide avec un métal mou, c'est un petit peu à côté de la plaque. C'est possible que les autres constructeurs aient regardé ça de loin en rigolant. Et bah vous allez peut-être être surpris, mais l'Audi A8 a une structure intégralement en aluminium. Alors déjà, ils y sont arrivés, ce qui était quand même pas gagné à la base, et 2, bah c'est mieux. C'est 200 kg moins lourd en moyenne qu'une classe S équivalente. On va en reparler de ces voitures en aluminium, parce que vous verrez par la suite que c'est pas forcément une super idée. Mais restons là-dessus. 94, Audi est très énervé, voiture en aluminium. D'un côté, ils ont fait la meilleure, plus grande berline du marché. Déjà, pardon, excusez-moi de le dire comme ça. En plus, c'est fabriqué en aluminium, alors autant te dire. Et de l'autre, en toute discrétion, ils ont inventé le break sportif. Parce que c'est en 94 qu'Audi dévoile la Audi RS2. Break sportif développé en partenariat avec Porsche. Quand tu voulais une voiture rapide à l'époque, c'était forcément un coupé. C'était une Porsche, c'était une Ferrari, c'était une Lamborghini, c'était forcément une voiture pas pratique. Voiture performante et pratique, ça n'existait pas. Alors en plus, si tu peux la conduire tous les jours sans te faire peur, c'est du jamais vu. Audi RS2, c'est assez discrètement qu'Audi avec la RS2 va lancer la branche des RS, qui déjà existe encore aujourd'hui et qui surtout va mettre un nouveau standard. Plus de 300 chevaux, 0 à 100 en moins de 5 secondes, 4 roues motrices pour la sortir tous les jours, 5 places et un grand coffre. Et cette philosophie qu'emmènent les Audi A8 et RS2 d'avoir des voitures performantes, pratiques et sûres, va finalement d'une certaine façon être la raison d'être d'Audi. Ils ont trouvé la recette. Et c'est à travers les innovations au cours des années et les fabrications d'Audi qu'ils vont finalement trouver leur philosophie. L'innovation, la sécurité, la performance. Et c'est même marqué dans leur slogan. L'avance par la technologie. Il n'y a pas de notion de plaisir, de avance technologie. On est plus malin que toi. On s'emmerde un peu. Les voitures sont gris clair et ne glissent jamais parce que tu peux pas faire de drift parce qu'il y a 4 roues motrices permanentes non déconnectables. Je vais pas vous faire la liste complète des véhicules Audi qui sont sortis derrière, mais je vais juste en citer quelques-uns et vous allez comprendre dans quelle direction s'est dirigée la marque. Quelques années après, par exemple, on va voir apparaître l'Audi A3 qui est un concentré de ce qu'Audi sait faire sur une gamme où on les attendait pas. Rappelons-nous quand même à l'époque que la Mercedes classe A est un mini-space bas de gamme. Rappelons-nous qu'à l'époque, la Volkswagen Golf 4 est l'une des voitures les plus qualitatives du marché. Et Audi, ils arrivent avec l'A3. La voiture est belle, performante, fiable, incroyablement sécuritaire et surtout très bien construite. Lorsqu'Audi présente la A3 en 96, c'est une révolution. Jamais on n'avait vu une voiture si petite avec tant de qualité de grande voiture. L'Audi A3 qui a quand même bien marché puisque sur sa seule première génération, c'est 1 million d'exemplaires vendus. Deuxième coup de massue en 98 et j'étais obligé de vous en parler, l'Audi TT. Encore une fois, on remet dans le contexte de l'époque, l'Audi TT en 98, quand elle sort, les gens y sont par terre. La voiture, elle est sublime. Et l'Audi TT, quand elle débarque, elle fait pas rire les concurrentes parce qu'en plus d'avoir toutes les qualités que tu attends d'une Audi, c'est-à-dire la sécurité, le confort, la qualité de fabrication, la voiture est belle à mourir. C'est la première fois qu'on voit Audi sortir une voiture qui rehausse les standards de beauté du marché complet. Bien sûr qu'une Ferrari c'est beau, bien sûr qu'une Porsche c'est beau, bien sûr qu'une Jaguar c'est beau, mais qu'une Audi c'est beau en 98, c'est du jamais vu. Elle a pas super bien vieilli, je vous l'accorde. Et pour l'avoir conduite plusieurs fois, c'est Audi. Mais on s'en fout, pourquoi? Parce que la voiture elle est magnifique, la voiture elle est sublime. Et c'est comme ça qu'Audi va empiler les cartons. Par exemple, en 2000, Audi sort l'Audi A2. Non, je déconne, ça n'a pas été un carton. Alors ça, j'ai été obligé de vous en parler parce que c'est une voiture que j'adore sincèrement, mais à un moment, Audi s'est dit que c'était super cool de faire un mini-space, c'est-à-dire un petit monospace, en aluminium, comme l'A8. En 2000, il y avait déjà des réflexions écologiques et ils se sont dit que ça serait super malin de faire un mini-space léger qui du coup est performant et surtout consomme pas. Et sur le papier, je suis d'accord avec vous que c'est super. Ils ont perdu de l'argent sur la voiture. L'avance par la technologie, mais il faudrait que ça soit rentable quand même. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la base en aluminium est pas forcément une idée incroyable, c'est que la base en aluminium, ça coûte cher. Quand tu vends la voiture plus de 100 000 euros, ça va, ça s'amortit, mais quand tu vends la voiture à partir de 18 000 euros, c'est un petit peu plus compliqué. Même si, personnellement, c'est pas forcément ce détail qui me fait rire. Moi, c'est plutôt un autre point auquel ils ont pas du tout pensé. Une structure en aluminium dans une voiture, ça a plein d'avantages, mais ça a aussi plein d'inconvénients, notamment que c'est très difficilement réparable. Si tu plies une structure en aluminium avec un petit carton par exemple, la voiture est irréparable. C'est-à-dire que même si la voiture elle est super récente, elle a 6 mois, t'as tapé un truc un peu trop fort, paf, poubelle. Le châssis est tordu, fin. Et ce qui me fait un peu rire, c'est que ce défaut sur l'Audi A8, ils l'ont pas vu. Disons que le mec qui a mis 100 000 balles hors option dans son Audi A8, il va en prendre un peu soin, et c'est rare qu'une A8 ça tape. Donc le fait que l'Audi A8 soit pas réparable,
ils s'en étaient pas rendu compte. Jusqu'à qu'ils fabriquent un mini-space qui a pas vraiment la même clientèle. L'Audi A2, c'est un mini-space beaucoup moins cher, qui tient moins bien la route et qui surtout va être dans un environnement urbain. Tu sais, là où tu prends des coups de pare-choc tous les jours. Je vous rassure quand même, et malgré le petit impair avec la 2, Audi était sur des rails. Et c'est en 2003 qu'Audi recrute Walter de Silva, l'un des meilleurs designers de sa génération. Donc là, tu es en train de me dire que tu vas prendre l'une des marques qui marche le mieux à cette époque-là, avec l'un des meilleurs designs de cette époque-là. Oui. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, le concept de calandre single frame. Tu sais, cette calandre en trapèze qui a établi les codes du design automobile dans les années 2000. Audi. Vous commencez à le savoir depuis toutes ces années, mais je suis pas du tout un Audi fanboy. C'est pas vraiment la philosophie que j'aime dans la bagnole. Mais pour le coup, si toutes les voitures aujourd'hui ont des grandes calandres, c'est à cause d'Audi. Moteur turbo, 4 roues motrices, structure en aluminium, maintenant les grandes calandres sur les voitures, ça va, non? On peut arrêter un moment où... En fait, il manquerait plus qu'ils inventent un truc qu'on retrouverait sur toutes les voitures aujourd'hui, genre les phares LED. Je vous invite demain en sortant à regarder le nombre de bagnoles qui ont des LED dans les phares ou dans les feux. Audi en 2004. Peut-être que vous étiez passé à côté de l'info, alors je vous le redis, mais la signature des feux à LED aujourd'hui dans toutes les voitures modernes, c'est Audi. Vous le voyez pas, mais j'ai un texte qui est écrit. Là, j'ai 18 pages, par exemple, de l'épisode d'Audi, et puis je le suis, tu vois. Et puis je me suis dit, putain, ça fait quand même beaucoup de fois que tu dis que c'est une première, et je viens de tomber sur le diesel en course. Tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est bien gentil, mais pour l'instant, on ne parle que des voitures de série, et je vous rappelle qu'Audi a un grand pédigré dans l'histoire du sport auto. Je vous rappelle que pour l'instant, à chaque fois qu'Audi a mis les pieds dans une discipline du sport auto, ils l'ont écrasé. L'équivalent de la Formule 1 dans les années 30, ils ont écrasé. Groupe B, ils ont écrasé. DTM, ils ont écrasé. Le Mans, ils ont écrasé. C'est en 99 qu'Audi, pour accompagner sa croissance et son développement, lance un programme en endurance. Parce qu'à cette époque-là, la course à la mode, c'est les 24 heures du Mans. Et c'est comme ça que la marque va lancer le programme R8. Étonnamment, pour le coup, là, c'est pas très compliqué parce qu'ils vont quasiment rien faire. Les 4 roues motrices, les structures en aluminium, rien de tout ça. Ils vont juste appeler les meilleurs acteurs du secteur qui savent déjà faire des voitures de course et qui ont déjà gagné plein de fois. En gros, ils arrivent avec un chèque énorme. Ils prennent les meilleurs et ils disent « gagner à tout prix ». Ben ça a marché. 2000, 2001, 2002, pas 2003, c'est Bentley qui a gagné en 2003, bravo. Toujours groupe vague, mais bravo. 2004, 2005. Je vous rappelle qu'ils sont arrivés en 99, en 2005, ils ont déjà 5 titres. Et ben c'est que le début. Parce qu'en 2006, c'est l'âge d'or du diesel. À l'époque, le moteur diesel, c'est le moteur du futur. C'est un moteur fiable, qui consomme peu, qui pollue peu, en tout cas c'est ce qu'on disait à l'époque. Et même si on arrive à en faire des performances, ça reste un moteur à vocation économique, ça reste un moteur que tu ne retrouvera pas dans une sportive. On est en 2006 et un moteur diesel dans une voiture sportive, c'est impossible. Encore moins dans une voiture pour t'engager aux 24 heures du Mans. 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 15 ans de participation au Mans, 13 victoires. C'est le 18 juin 2006 qu'Audi va remporter les 24 heures du Mans pour la première fois avec un moteur diesel. C'est déjà assez insolent de savoir qu'ils ont remporté les 24 heures du Mans avec un moteur diesel. Encore une fois, en 2006, c'est impossible, c'est inconcevable. Mais ils ont même pas gagné, ils ont écrasé. Moteur diesel consomme moins, tu t'arrêtes moins au stand, tu perds moins de temps, t'écrases la compétition. C'est le moment de placer les phrases un peu insolentes, donc je la mets là, mais Audi a plus de fois remporté les 24 heures du Mans que Ferrari. Deuxième plus grand victorieux de l'histoire des 24 heures du Mans, Audi, derrière Porsche. Et ça m'est sorti de la tête, j'ai totalement oublié de vous préciser qu'en 2006, en hommage aux victoires au Mans, Audi a sorti peut-être l'une des plus belles voitures de l'histoire, avec l'Audi R8. Audi R8 de route qui découle directement du concept, le Mans Quattro. Personnellement, mon premier contact avec le concept Le Mans Quattro, c'est Need for Speed Carbon. Oui, c'est pas une Audi R8 dans Need for Speed Carbon. Bref, Sylvain, c'est bien gentil tout ça. Audi, ils ont fait plein de trucs super chouettes. Où est-ce qu'on en est maintenant? Audi doit être sur le toit du monde, Sylvain, je pense. Non, pas du tout. C'est la merde. C'est la turbo merde. C'est aussi pour ça que je voulais vous parler d'Audi. Qu'est-ce que c'est la merde en ce moment? Oh putain. Entre les années 2000 et 2020, Audi a connu une croissance incroyable et plus que jamais, la marque est devenue celle qu'on connaît aujourd'hui. Toute cette période de grosse croissance et de rayonnement a trouvé sa première limite avec le Dieselgate. Alors on en a fait un épisode complet que je vous invite à aller voir. Je vous résume l'histoire, mais il est possible que tout le groupe Volkswagen, donc Volkswagen, Audi, Porsche, ait potentiellement triché sur les émissions polluantes de leur moteur diesel. T'as triché, c'est-à-dire un peu trichouillé, et au lieu d'émettre 100 grammes par kilomètre par exemple, c'est 101 grammes. Et t'as Audi Volkswagen qui a fait parfois plus de 20 fois les seuils. Le patron d'Audi en 2018 a été incarcéré à ce sujet. T'as différentes étapes de merde quand tu fais une connerie. La shitstorm, c'est-à-dire on te chie dessus mais ça va. T'as le moment où t'es obligé de démissionner, ce qui commence à être un peu chiant. Et t'as le moment où tu vas en prison. Voilà, il a pris 21 mois. Ce qui est un peu léger quand même, hein, mais ça revient
revient assez régulièrement, les peines un peu légères pour les gens qui ont un peu trop d'argent. Mais on peut peut-être souligner quand même que prendre de la prison pour un grand dirigeant d'entreprise, c'est du jamais vu. Mais finalement, dans cette histoire du Dieselgate, ce qui a fait le plus mal à Audi, c'est pas vraiment la prison du dirigeant. C'est plutôt les milliards d'amendes. Si jamais vous vous posiez la question, pourquoi il y a si peu de nouveaux modèles dans la gamme Audi? Parce que c'est vrai, quand tu passes en revue la gamme Audi, il y a rien. Allons sur le site Audi, mais je vous en prie. Audi A1, vieux modèle. Audi A3, vieux modèle. Audi A8, vieux modèle. Audi Q2, très vieux modèle. Audi Q7, vieux modèle. Audi Q8, vieux modèle. Audi e-tron GT, vieux modèle. Alors, t'as quelques nouveautés au milieu, mais t'as pas intérêt à en demander trop non plus. T'as la nouvelle Audi A5, qui est en fait l'ancienne Audi A4. Ils l'ont appelée A5 parce qu'il devait y avoir une version électrique. Par contre, à ne pas confondre avec l'Audi A6, qui en théorie aurait dû s'appeler l'Audi A7, mais qui s'appelle l'Audi A6 e-tron électrique. À la base, les chiffres pairs, ça devait être des véhicules électriques, comme l'Audi Q4, qui est le 4x4 électrique. Mais ça allait pas avec l'Audi A4. Alors ils ont sorti l'Audi A5. Mais les gens, ils ont rien compris à l'Audi A5. Donc ils ont pas ressorti l'Audi A4, ils ont sorti l'Audi A5, qui est en fait l'Audi A4. Parce qu'elle ne remplace pas l'Audi A5, puisque c'est une berline et pas un coupe. Si on retrouve aujourd'hui autant de modèles vieillissants à l'intérieur de la gamme Audi et aussi peu de véhicules électriques, puisque je rappelle qu'il y a seulement 3 véhicules full électriques, c'est directement lié à cette histoire du Dieselgate. Le problème ces dernières années, c'est qu'Audi s'est retrouvé à devoir payer des milliards d'amendes, et il n'y a pas de mystère, à un moment quand tu dois payer autant d'argent, tu dois le trouver quelque part. Et exactement comme Volkswagen, mais ce quelque part a été trouvé sur le développement de nouveaux véhicules. Jusqu'en 2023, Audi a réussi à faire illusion avec des ventes qui étaient très correctes parce que les modèles qui étaient dans la gamme étaient encore assez récents, mais depuis 2024, c'est la dégringolada. Je nuance quand même avec le fait que tout n'est pas perdu. Audi a annoncé à la fin de l'année dernière le lancement dans les années à venir de beaucoup de nouveaux modèles, notamment électriques. Donc normalement, même s'ils ont traversé une période un peu difficile, dans l'ensemble, ils devraient s'en sortir. Et encore une fois pour nuancer, même si les chiffres d'Audi sont en baisse, globalement c'est le marché qui est en baisse. Donc c'est pas non plus alarmant, surtout que la baisse est globalement assez contenue. Ça va, la marque arrive quand même à vendre plus d'1,5 million de modèles par an. Disons qu'ils vont pas fermer demain non plus. Mais il faut quand même souligner que s'ils redressent pas la barre tout de suite, ça pourrait être compliqué dans les futures années. Et finalement, mine de rien, la meilleure nouvelle de combativité d'Audi qu'on ait vue de ces dernières années, c'est la Formule 1, puisque cette année 2026, c'est l'année où Audi s'engage pour la première fois de son histoire en Formule 1. Et je vous rappelle qu'à chaque fois qu'Audi s'est engagé dans un sport automobile, il l'a écrasé. Excusez-moi d'avoir des rêves, mais normalement, avec un pédigré comme ça, dans 2-3 ans, Audi fracasse tout en Formule 1. Normalement. Après, ils ont plus d'argent. Oh, ouais, oh, pas mal. Dis donc, elle marche la Ferrari, non? Elle marche la Mercedes, non? Non, la Red Bull, elle marche pas, non. Merci d'avoir regardé cet épisode sur Audi et merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez compris pourquoi Audi aujourd'hui est une marque qu'on connaît si forte. Pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, c'est très important et ça aide le référencement, le petit commentaire, l'abonnement et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis gros bisous! Parce que Orch, ça peut se traduire par écouter. Alors j'ai demandé par quoi pouvait se traduire Lévi, et il vient de me dire que ça pouvait se traduire par prélèvement.